Monsieur le professeur, monsieur... Communauté. Alors, je reconnais d'emblée que la qualification de personne humaine est tentante pour rendre compte du statut protecteur de l'embryon. Certes, l'embryon in vitro, et ce qui a été projeté tout à l'heure l'a bien montré, l'embryon in vitro n'est pas socialement personnifié comme peut l'être l'embryon et en tout cas le fœtus in utero. Notamment avec le développement de l'échographie, il y a une personnification sociale très forte de l'embryon, ou en tout cas du fœtus in utero. Mais le lien auquel le législateur est attaché, pour l'embryon in vitro, entre sa conception et l'existence d'un projet parental, exprime d'ores et déjà la considération d'un enfant potentiellement à naître. Cette potentialité, qui devient au demeurant après implantation légale de celle d'un embryon conçu in utero, commanderait tout au plus d'y voir une personne humaine potentielle, pour reprendre les termes du Comité consultatif national d'éthique dans un avis du 15 décembre 1986. On pourrait alors voir les choses ainsi: être humain à part entière, l'embryon in vitro serait dans sa potentialité d'enfant à naître, un patient pour la médecine et une personne en devenir pour le droit. Rendu commune à tous les êtres, nés et à naître, la qualité de personne aurait ce faisant le mérite de concentrer l'autorité des règles qui, à tous les stades du développement d'un être, forcent au respect de son humanité. Pour séduisante qu'elle soit, cette analyse rencontre toutefois plusieurs écueils. Déjà, en termes de droit, une personne n'existe pas sans la personnalité juridique. Or, s'il est techniquement, abstraitement concevable de reconnaître une personnalité juridique à l'embryon in vitro, la technique du droit permet presque tout. Cette personnalité, il faut bien le comprendre ainsi, n'aurait en soi aucune effectivité, puisque l'embryon n'en tirerait aucune capacité d'agir, ni évidemment par lui-même, ni par représentation. L'embryon in vitro, je l'ai souligné, n'est pas un sujet de droit et ne doit sa protection qu'à une concentration d'interdits orchestrée par le droit objectif. N'ayant donc pas de droit à exercer, on ne saurait l'investir artificiellement d'une personnalité. Elle n'aurait aucune réalité. Et quand bien même, il paraît difficile d'admettre qu'il soit une personne alors qu'on lui refuse le plus élémentaire des droits, qu'est le droit à la vie. La Cour européenne des droits de l'homme partage d'ailleurs ses réserves, puisque d'un côté, elle retient que les dispositions... En l'occurrence, c'était le droit britannique qui était en cause, mais qui, sur ce point, est extrêmement proche du droit français. D'un côté, elle retient que les dispositions légales qui imposent la destruction d'embryons in vitro en cas de rétractation du consentement ne peuvent s'analyser comme une atteinte à un droit à la vie des embryons. C'est ce qui a été jugé le 7 mars 2006. Et elle estime, d'un autre côté, qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne. Ce qu'elle a jugé le 8 juillet 2004. Suit alors l'autre écueil, à concevoir l'embryon in vitro comme une personne. Car il faut, à mon avis, pour cela, on doit pouvoir se le représenter comme un enfant à naître. C'est là d'ailleurs une démarche volontiers entreprise par le droit contemporain qui, pour saisir l'existence d'êtres simplement conçus, lui associe d'ores et déjà la qualité d'enfant. Par exemple, la Convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui a été ratifiée par la France, déclare que l'enfant, je cite, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. Avant comme après la naissance. L'état d'enfant apparaît donc comme un moyen de coupler la protection de l'être au devenir de la personne dans la continuité de son développement prénatal, puis postnatal. Seulement, si l'on imagine bien que l'embryon in vitro soit traité comme un enfant à naître, lorsqu'il existe un projet parental qui rend possible cette condition, il me semble malaisé, socialement,
juridiquement parlant, de l'envisager encore en ce qui concerne des embryons surnuméraires. En tout cas, ceux pour lesquels il n'y a plus de projet parental. Pour cela, si ce n'est l'éventualité de leur accueil par un autre couple, leur sort n'est plus celui d'enfants à naître, et l'on se gardera, je me garderai en tout cas, de les considérer comme des enfants abandonnés. De fait, la privation de projet parental anéantit toute perspective d'un état d'enfant. Et c'est sans doute dans cet esprit que la Cour administrative d'appel de Douai, il y a quelques années, le 6 décembre 2005, avait jugé que la perte accidentelle d'embryons surnuméraires n'est pas une source de préjudice lorsque le couple ne poursuit plus un projet de procréation auquel cette perte porte atteinte. Et j'ajouterais que, pas plus qu'ils ne peuvent être considérés comme des enfants à naître, les embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental. C'est cela que je vise. Ces embryons ne sont au demeurant, à leur disparition, considérés comme des enfants mort-nés. C'est là une différence sensible, une autre inégalité avec les embryons et fœtus in utero, puisque ces derniers, depuis le récent changement de jurisprudence de la Cour de cassation le 6 février dernier, le 6 février 2008, peuvent désormais faire l'objet à leur décès d'une déclaration d'enfant sans vie, quelle qu'ait été la durée de la grossesse, dit la Cour de cassation. Eh bien, cet état d'enfant, encore une fois, on retrouve cette qualification, cet état d'enfant sans vie, qui est une réduction à l'échelle de leur courte existence d'un état de la personne, ne peut en revanche être appliqué aux embryons in vitro, et notamment lorsqu'il est mis fin à leur conservation, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas été pars viscerum matris dont la mère a accouché. Ils ne sont l'enfant de personne. Et c'est pourquoi, à moins d'admettre qu'il puisse y avoir parmi les embryons in vitro des personnes et des non-personnes, mieux vaut à mes yeux abandonner l'idée de cette qualification. Il faut alors se tourner plutôt vers les choses. Alors, situer l'embryon parmi les choses, parce que cet être est humain, suscite généralement une réprobation impulsive. C'est d'ailleurs pour le préserver d'une réification, perçue comme une dégradation de sa condition. Ce sont des mots qu'on retrouve souvent dans la doctrine. C'est pour éviter une telle dégradation que l'on s'emploie souvent dans un mouvement inverse à l'apparenter à toute force à la personne. Cette réaction n'est pas, il est vrai, j'en conviens, sans raison, et s'explique par une représentation marchande des choses qui, dans la tradition juridique, en tout cas dans celle du Code civil, se destine par nature à être appropriée. Hérité de la philosophie grecque, la distinction des personnes et des choses, qui est une distinction fondamentale, qui structure notre droit, cette distinction personne-chose s'est pétrifiée dans le Code civil dans une opposition entre personne et bien, qui se veut emprunter le tracé entre l'être et l'avoir. Et l'image que donne la chose, prise comme un bien, est dans ces conditions celle d'un objet de droit sur lequel le sujet peut exercer en maître les prérogatives que la loi attache à la propriété. Or, c'est cette condition de choses vouées au service des hommes qui est pour l'embryon particulièrement indésirable. Celui-ci n'est pas, je l'ai dit, un objet de droit et ne doit pas, à mon sens, le devenir. Le droit des biens ne serait pas, ou plutôt serait plus exactement, pour situer l'embryon, foncièrement inhospitalier. On peut toutefois voir les choses autrement. Toutes les choses, on l'a souvent perdu de vue, toutes les choses ne sont pas en réalité des biens, et la loi en soustrait même certaines dans l'intention de les protéger aux pulsions de l'appropriation. La constitution de patrimoine commun de l'humanité, par exemple, répond ainsi à cette idée que certaines choses doivent être mises à part de la propriété pour leur propre préservation. La détermination d'espèces animales protégées participe également de cette logique. Et plus généralement, le droit contemporain œuvre à l'établissement dans cet esprit, un esprit commun de défense transgénérationnelle du vivant, œuvre à l'établissement de catégories juridiques à finalité exclusivement protectrice. Je pense d'abord à celle de l'espèce humaine,
cette catégorie de l'espèce humaine qui a été instituée en 1994 et dont la loi garantit l'intégrité. Il ne s'agit alors ni de sujet de droit proprement parlé, ni bien évidemment d'objet de droit. L'intention de la loi est simplement d'instituer une protection par le droit objectif, sans passer par le canal de l'exercice des droits subjectifs. Or, pour l'embryon, on l'a vu, il n'est question au fond que de cela. Et il n'est pas anodin à cet égard que, tout en refusant de dire si l'embryon est ou non une personne, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que c'est son appartenance à l'espèce humaine qui, en dénominateur commun, doit lui valoir d'être protégée. Et dire dans ces conditions que l'embryon, qu'il est une chose, n'est pas le dégradé. L'environnement des choses n'est pas celui des biens, et il y a parmi elles des objets de respect. Le cadavre, au demeurant, en est un autre, et l'on ne s'est jamais vraiment offusqué de son état de chose en droit. Ainsi comprise, la condition de chose n'est pas rebelle, loin s'en faut, à l'organisation d'une protection de l'embryon qui cristallise le respect dû à son humanité et le reçoit avant tout dans son destin d'enfant à naître. Et elle seule peut véritablement s'accommoder des arbitrages de la loi, qui doit aussi être réaliste, qui doit aussi... excusez-moi, je perds le fil de mon propos, qui doit aussi être réaliste... Oui, je finis. Quand ce destin bascule, faute de projet parental, qu'il s'agisse de la suppression d'embryons surnuméraires ou de la réalisation de recherches sur l'embryon, le droit ne peut en décider que sur des choses. Alors certains regretteront peut-être une qualification par défaut ou par raison, lui préférant une qualification sur mesure taillée pour son humanité. Mais je me répète, la situation de l'embryon in vitro, du côté des personnes ou de celui des choses, compte en réalité moins que sa condition effective dans le droit contemporain. Et de ce point de vue, je crois que le droit se montre aussi respectueux que possible de l'humanité de cet être, conçu dans un désir d'enfant, tout en acceptant que son sort ne soit pas celui-là. Sans doute, cette condition est imparfaite, suspendue à la réussite du projet parental. Des embryons deviendront des personnes quand d'autres périront choses. Mais il faut accepter que le droit atteigne là ses limites et surtout ne pas ajouter à l'inégalité des sorts en distinguant des embryons personnes et des embryons choses. La condition des êtres n'est pas sécable, sauf à la constituer dans un dessein utilitariste, ce à quoi le droit, à mon avis, doit faire barrage. Le droit n'est certes pas la morale, mais il ne peut non plus la quitter tout à fait, et l'un n'est pas sans l'autre pour traiter l'embryon en gage de notre humanité à l'image d'un objet de respect. Merci.